La France accueille cette année la 21e conférence internationale sur le climat, la COP 21, avec l'ambition de sceller à Paris un accord universel qui permette de limiter le réchauffement climatique. Pour faire vivre le débat sur le changement climatique, qui renvoie aussi à des questions de transition énergétique et finalement à notre modèle de développement économique, le monde, en partenariat avec l'Institut Montaigne, a décidé de croiser les regards en confrontant les visions de chefs d'entreprise et de personnalités mobilisées par ces enjeux. Nous accueillons aujourd'hui Pierre-André de Chalandard. Bonjour. Bonjour. Président, directeur général du groupe Saint-Gobain. Et Yannick Jadot. Bonjour. Député européen écologiste. Merci à tous les deux. Première chose, la COP 21 qui débute donc le 31 novembre à Paris-le-Bourget, est-elle le rendez-vous de la dernière chance, comme beaucoup d'observateurs et de négociateurs le disent ? Ça ne peut pas être le rendez-vous de la dernière chance, sinon ce sera une mauvaise nouvelle qui va nous arriver. On a aujourd'hui une révolution citoyenne sur la question du dérèglement climatique. Il y a plein de citoyens qui s'engagent. Ils changent un peu leur mode de vie. Vous avez des coopératives qui se développent en Europe. Vous avez 2500 coopératives des énergies renouvelables. La moitié des énergies renouvelables en Allemagne sont possédées par les citoyens, soit individuellement, soit à travers des coopératives. Vous avez des entreprises, des auto-entrepreneurs, des start-up, des grands groupes qui s'investissent là-dessus. Donc vous avez une révolution citoyenne, une révolution économique qui sont à l'œuvre, qui ont intégré la contrainte 2 degrés. Donc, tout ça est en train d'aller dans le bon sens. Malheureusement, les États sont encore une fois trop liés à ce qu'ils ont longtemps appelé leurs champions nationaux de l'énergie et qu'au fond, ils sont aujourd'hui en retard sur la société. Donc l'enjeu de la COP21, au fond, c'est que les États et les dirigeants rattrapent la société, à la fois citoyenne et l'économie qui est en train d'agir. Et au fond, cette COP va être décevante. Elle sera décevante au regard de l'urgence. Mais il faut que les États agissent. Ils ont pris du retard. Il faut qu'ils rattrapent ce retard le plus vite possible, encore une fois. Mais sans oublier que de toute façon, la société avance, les villes avancent. C'est incroyable ce que font les villes en matière de lutte contre le dérèglement climatique. L'économie avance. Les États n'avancent pas assez vite. Est-ce que le monde de l'entreprise a bien pris la mesure de ces fameux objectifs des 2 degrés de... Je pense que le monde de l'entreprise a beaucoup bougé sur ce sujet-là, parce que la majorité des entreprises ont vu qu'il y avait des opportunités, qu'il fallait en quelque sorte transformer des contraintes en opportunités, hein, et à la fois parce que beaucoup d'entreprises ont envie d'être citoyennes, et parce que aussi c'était une opportunité économique. Alors pour que ce soit une vraie opportunité économique, ce qu'elles disent les entreprises aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin, et je ne suis pas sûr qu'on va y arriver à la COP de 21, mais je pense qu'il faut essayer d'aller dans cette direction, il faut qu'on ait un signal prix sur le carbone. Et ça, les entreprises le disent maintenant de façon très claire. Alors, la difficulté, c'est que fixer un prix du carbone unique partout dans le monde, qui serait la bonne solution, ça va prendre du temps, mais les entreprises ont besoin de visibilité pour s'engager dans des investissements. Quand on investit pour 10 ans, pour 20 ans, quelquefois pour 40 ans. Et donc, si on sait que dans 20 ans ou dans 30 ans, le carbone, ça coûtera très cher, et donc il faut en avoir beaucoup moins, eh bien on va orienter les investissements dans un sens qui sera vers la décarbonation, qui effectivement n'est pas de la décroissance, c'est de la décroissance du carbone, mais et donc il faut aller dans cette direction. Donc les entreprises, mais ça, elles ne peuvent pas le faire toutes seules, les entreprises. Même si un certain nombre, et moi je suis en train d'y réfléchir chez Saint-Gobain, on est en train d'essayer de mettre un prix du carbone interne. Mais on a besoin de mécanismes, et ça on a besoin des gouvernements. Je reviens sur un point qui semble un point important pour régler le défi climatique, le prix du charbon. Le marché carbone dont on parle beaucoup. Oui. Beaucoup d'observateurs font remarquer qu'un marché mondial unifié du carbone semble assez illusoire ou assez lointain. Quel serait le bon... Si vous voulez, le sujet qu'on voit dans beaucoup... Le sujet du charbon, c'est quand même essentiellement un sujet de plein de pays émergents qui n'ont pas de ressources aujourd'hui autres que le charbon. Hein, et donc le charbon est de loin l'énergie la moins chère, et en plus il subventionne. Donc première chose, ce serait d'essayer d'arriver à arrêter ces subventions. Et puis il faut les aider à basculer. Je pense que le photovoltaïque dans les pays chauds du Sud, c'est une bonne solution. Je ne sais pas faire marcher une usine de verre avec du solaire. Hein, peut-être que je serai un jour, mais je ne suis pas le plus gros consommateur non plus. Vous savez bien que le système des énergies renouvelables,
renouvelable, c'est un système qui, à la fois, il y a de l'hydraulique, il y a du solaire, il y a de l'éolien, il y a de la géothermie, il y a de l'eau, il y a de la biomasse. Tout ça permet. Mais sur le long terme, je suis d'accord avec vous que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Est-ce que le moment, Yannick Jadot en a parlé un petit peu, le moment n'est-il pas venu de supprimer les subventions publiques, notamment aux énergies fossiles? Et là, je parle des énergies fossiles dans leur ensemble. Alors là, si vous voulez, d'abord, il y a un certain nombre de gouvernements courageux qui l'ont fait, et c'est le bon moment quand les prix de l'énergie sont bas. Le gouvernement indien l'a fait récemment, il y a d'autres gouvernements en Asie qui le font. C'est des sujets politiques lourds. Mais je pense qu'effectivement, il faut aller dans cette direction. La France subventionne toujours les centrales charbon à l'export. En tout cas, les subventions publiques, qui étaient une promesse présidentielle, n'est pour l'instant pas honorée. Donc il y a... La France subventionne, écoutez ça, via la COFAS, la France continue à accorder des subventions publiques aux centrales charbon à l'étranger. Donc il y a les subventions, elles concernent beaucoup. Écoutez, alors, ce que je crois, et ça c'est un changement récent, c'est que il y a dans le secteur financier, qui a aussi un rôle très important à jouer sur le carbone, il y a une prise de conscience dans le secteur financier d'une évolution nécessaire. Et donc il y a un certain nombre de grandes entreprises, soit des banques, soit des assurances, qui limitent qui regardent dans les investissements ou dans les choix des sociétés, des portefeuilles, qui vont commencer à regarder ces sujets. Je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne évolution. Mais il faut quand même avoir en tête qu'un certain nombre de pays émergents, parce que je pense plutôt à eux, je pense que le gros sujet des subventions, c'est quand même dans les pays émergents. Il y a des problèmes sociaux sur lesquels il faut organiser des transitions, c'est pas très facile. Yannick Jadot, et sur des investissements, puisqu'en fait on a parlé de ça à l'instant. Mais sur ces problèmes du développement, vous connaissez mieux que moi ces sujets, mais ce n'est pas facile la transition. Le Fonds monétaire international est évalué à 5 300 milliards de dollars par an les subventions aux énergies fossiles. Donc c'est absolument considérable, c'est 10 millions d'euros la minute. Donc ça dit aussi le pouvoir de ces entreprises, y compris dans un certain nombre de pays. Quand vous voyez aux États-Unis ces entreprises, comment elles financent les campagnes électorales, vous comprenez aussi que la machine au Congrès soit plutôt climato-sceptique que très active sur ces sujets-là. Mais il y a d'autres outils. Je veux dire, il y a la réglementation. On l'a dit sur les bâtiments, on l'a dit que ce qui soit nouveau ou qui soit en rénovation. Il y a toute l'éco-conception de tout ce qu'on utilise dans la vie courante et qui peut, sur les chaudières, les chauffe-eau, ça permettrait de réduire considérablement notre consommation d'énergie. Il y a le fait des décisions d'État. Quand vous investissez dans les transports collectifs, que vous permettez aux gens de se promener, de se mouvoir avec un tramway plutôt qu'avec une voiture ancienne au diesel. Ça change considérablement votre consommation d'énergie. Il y a tous les soutiens aux énergies renouvelables, donner la capacité aux acteurs de s'investir. Et puis il y a des sujets qu'on parle moins, qui sont un peu la face cachée du dérèglement climatique, c'est les forêts. La déforestation, c'est 18% des émissions mondiales. Aujourd'hui, on déforeste en Amazonie pour le soja qui viennent alimenter des élevages intensifs qui polluent ici et qui précarisent l'emploi. Il y a la question du modèle agricole, la question de la déforestation. Donc il y a plein d'outils au-delà du prix du carbone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le secteur des énergies fossiles est extrêmement puissant. C'est 5 000 milliards de dollars dans les bourses mondiales. S'ils consomment tout ce qu'ils ont en réserve, c'est un potentiel, en termes financiers, de 27 000 milliards de dollars. Donc c'est considérable. Et donc aujourd'hui, dire à tous ces groupes, vous devez laisser 80% de vos réserves dans le sol, vous comprenez bien que ça ne les arrange pas du tout. Donc il y a toutes ces campagnes, ce qu'on appelle le désinvestissement. Donc à la fois, vous avez vu le fonds souverain norvégien qui arrête de subventionner et d'investir dans le charbon. Ce sont des universités américaines, ce sont des villes, ce sont des États qui commencent à s'emparer de ce sujet-là. C'est extrêmement intéressant parce que justement, c'est pour les citoyens, pour les salariés à travers les fonds de pension, notamment de leur retraite, pour les épargnants. C'est un moyen aussi d'agir sur les institutions financières. C'est un moyen de dire mon épargne ne peut pas aller vers la destruction du climat.
Moi, je veux que mes institutions financières, je veux que mon fonds de pension, je veux que mon fonds de retraite, je veux que mon université, ma ville, n'investissent plus dans ces énergies qui nous détruisent. Comment vous lisez ou vous observez les engagements chinois, la fameuse contribution nationale de la Chine? Moi, je veux voir le verre à moitié plein. Hein. Ils n'avaient jamais pris d'engagement avant. Les Chinois refusaient de prendre des engagements vis-à-vis du reste du monde. Ils disaient, on sait ce qu'on a à faire, on ne va pas aller prendre des engagements. Là, ils ont changé. Ils ont une certaine ils acceptent, ils sont grandis, ils sont la deuxième puissance mondiale. Ils commencent à comprendre qu'ils ont une responsabilité au niveau mondial. Donc, ils ont pris un engagement. Alors, il est très insuffisant par rapport à ce que font les autres. Mais je pense qu'ils vont faire mieux. Je pense qu'ils le font en partie par ce que j'ai dit et en partie parce qu'ils ont un problème terrible. Moi, je vais régulièrement en Chine. Quand vous débarquez, ça pas tous les jours, mais assez souvent quand vous débarquez à Pékin, vous êtes pris à la gorge. Hein. Je peux vous dire les problèmes qu'on a sur le périphérique par rapport les pires jours à Paris, c'est bien mieux que les meilleurs jours à Shanghai ou à Pékin. Donc il y a un vrai problème de pollution atmosphérique. Et donc ces sujets-là, c'est un problème très vécu. C'est pas un problème de climat, c'est un problème de pollution. Donc ils sont en train, si vous voulez, de bouger les Chinois, et il faut les encourager dans cette direction. Et comme ils ont, alors on peut dire ce qu'on veut de leur régime, mais quand ils décident d'aller dans une direction, ils y vont quand même de façon assez directive. Je pense qu'ils feront beaucoup mieux que ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Il y a un problème, mais il y a aussi peut-être une opportunité, puisque la Chine est aussi un grand acteur du renouvelable. C'est le leader mondial aujourd'hui du renouvelable. Ils ont considéré que ces secteurs étaient absolument stratégiques, y compris ils ont fait du dumping sur les panneaux photovoltaïques. Ils ont détruit la moitié de l'industrie européenne là-dessus. On n'a pas su se défendre, c'est dommage. Moi, j'ai dû arrêter une usine que je faisais. Non, mais parce que c'est totalement idiot. Les Européens sont compétents, ils sont innovants, ils sont compétitifs. Mais là, ils vendaient des panneaux à la moitié du coût de revient. Oui. Et ce n'est pas un problème de salaire sur les panneaux photovoltaïques. Non. C'est même pas 10% dans le coût de revient. Donc, ils ont saisi cette opportunité de dire ça va être des marchés absolument stratégiques. Mais ce qui est intéressant du point de vue chinois aujourd'hui, c'est qu'ils ont une approche qui est très cohérente, en fait. Ce n'est pas simplement le climat. Ils sont en train de voir quand est-ce qu'ils vont atteindre le pic en matière d'émissions, mais ils réfléchissent aussi à leur pic en termes de consommation de charbon. Ils réfléchissent à leur système économique. C'est vu de façon macroéconomique, y compris ils devraient atteindre un pic plus tôt que prévu, à la fois parce qu'ils font des efforts, à la fois parce qu'ils ont quand même des perspectives de croissance économique qui sont peu crédibles sur aussi long terme, et puis que 90% des mouvements sociaux en Chine sont autour des questions d'environnement. Les pollutions locales, la pollution, et que pour eux, c'est une question de survie de leur régime, qui est quand même une dictature, de leur régime politique, donc ils doivent faire mieux, beaucoup mieux, y compris du point de vue intérieur. Est-ce que vous considérez que la machine onusienne, cette grosse mécanique à 195 États membres, est adaptée pour faire face au défi qui est celui du réchauffement climatique? C'est très difficile, mais je ne sais pas quoi proposer d'autre. Mais je pense que c'est très difficile, puisque pour que le système marche, si tout le monde est d'accord. Donc pour arriver à mettre d'accord 195 pays, c'est pas facile. Donc mais je ne sais pas. On s'est lancé dans cette mécanique il y a maintenant 25 ans. Elle a progressé. Quand on a Je pense que l'approche qui est un petit peu différente de la précédente COP, qui est d'avoir des contributions au lieu d'avoir un système top-down ou un système bottom-up, c'est plutôt mieux. Bon. Mais in fine, quand même, pour avoir un accord, il faudra que tout le monde soit d'accord. Et là, c'est un exercice diplomatique qui n'est pas très facile. C'est le moins mauvais des systèmes, parce que c'est le système où Tuvalu, où le Burkina Faso peuvent aussi s'exprimer, peuvent aussi faire valoir, et qu'au fond, si on considère que le climat est un bien commun de l'humanité, il est normal que ce soit l'humanité qui s'organise. Alors après, ça passe par des États qui sont, à la différence des villes, beaucoup plus en compétition qu'en coopération, mais au fond, aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Peut-être la réforme qu'il faudrait faire, mais ça touche à la réforme des Nations Unies, c'est un truc... ça serait d'avoir un système à la majorité qualifiée. C'est-à-dire qu'à la fois la majorité qualifiée des populations et des États, pour éviter qu'il y ait... Voilà. Mais ça pourrait être un système, parce que c'est vrai que mettre d'accord les îles qui disparaissent à 1,5 de réchauffement de la température moyenne sur le globe et les pays de l'OPEP qui vivent
sur l'exploitation et le fait de brûler du pétrole, c'est pas complètement évident. Non. Mais on n'a pas trouvé mieux. Mais en même temps, ce système des Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, il a marché. Quand il s'est agi, dans les années 90, de faire Rio, de faire le protocole de Kyoto, il a marché. Donc au fond, quand les États ont cette ambition que ça marche, Enfin, les dirigeants ont cette... Non mais, le protocole de Kyoto, c'est quand même in fine essentiellement l'Europe et quelques mais je suis autres d'accord. pays. Hein, Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a eu un accord. Il y a eu Rio, il y a eu cette volonté. Non, c'est pour ça que je pense qu'il faut... Il y a eu cette volonté avancée. Mais de toute façon, si les États n'ont pas envie que ça avance, Voilà. vous pouvez toujours dire c'est la faute des Nations Unies, comme l'a dit Madame Royal par exemple. Moi, je pense que c'est ce qui est inadapté à l'urgence climatique, c'est certaines pratiques politiques. Et le sujet du bien commun, si vous voulez que vous évoquez, en théorie économique, le passager clandestin, il peut toujours exister. Donc c'est la difficulté du système, mais au fond, il n'y en a pas vraiment d'autre parce que l'alternative qui est souvent mise en avant, ce serait un G20 du climat. Donc au fond, ça serait mettre les plus gros pollueurs ensemble pour qu'ils gèrent de manière extrêmement volontaire, sans discipline, cette question-là. Et ce serait un système tellement laxiste que là, pour le coup, ça déresponsabiliserait les États plutôt que les responsabiliser. Pierre-André Chalandard, Yannick Jadot, merci. Merci. Retrouvez cette série d'entretiens dans les pages du Monde et sur le site dumonde.fr.